Alors, deuxième jour de votre marathon. On va déjeuner, petit déjeuner avec les parlementaires. Les parlementaires sont pile à l'heure. C'est une session du Parlement. Ici, il y a un Parlement pour chaque région et il y a un Parlement fédéral. Donc là, c'est les parlementaires de l'Assemblée fédérale avec lesquels on va discuter. Eux, ils ont à se prononcer régulièrement sur le budget à allouer à la MINUSMA, à l'EUTM, à l'ECAP, toutes des structures qui aident le Mali à sortir de la crise. Donc ce sont des personnes très importantes qu'il faut convaincre qu'il y a de l'espoir, que le pays est en train d'avancer. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler ce matin. Yes. Alors, vous venez de rencontrer plusieurs membres du Parlement. Comment s'est passé cet entretien? Ça s'est très bien passé. Les députés allemands sont très au fait de la situation au Mali. Ils posent des questions très précises, connaissent aussi parfaitement les enjeux, je pense, de la situation. Ce sont des personnes qui ont l'occasion chaque année de voter sur le renouvellement de l'aide allemande, aussi bien par rapport à la MINUSMA, les autres dispositions EUTM et ECAP, mais aussi sur l'action de l'Allemagne au Mali en coopération bilatérale. Donc des personnes qui sont très importantes pour notre pays. Nous savons tous que l'Allemagne est le premier contributeur européen à l'action extérieure de l'Union européenne. Donc l'Allemagne est un leader de pays, un leader important. Avoir l'occasion de discuter avec les députés, de leur faire voir tous les aspects de la crise, mais aussi le caractère stratégique de l'accord que nous devons bientôt signer, est une occasion, je pense, importante pour nous. La discussion s'est très bien passée. Elle a été courte puisqu'il y a des agendas qui sont chargés, mais elle nous a permis, je pense, de partager avec eux la nécessité que l'Allemagne s'engage encore davantage et s'engage sur le long terme, puisque la crise a été profonde. Sa solution prendra du temps à être mise en œuvre. Nous avons bon espoir quand même que ça ira. Voilà, donc le mur était là. Voilà, exactement. C'est marqué ici. Ouais, je vois la trace. Voilà. C'est passé par ici. C'est le Parlement là? Oui. Donc ça, le Parlement est à l'ouest. Voilà. Mais ce n'était pas utilisé, c'était plus compartiment de Londres, de Berlin. Eu vou ser depois de jogar fora. Já branco. Non, ta main là, c'est pas bon. Ma main ne rattrape pas. Ouais, voilà, il faut prendre une photo. Ça va? Non, là, ça va. Tu veux que je saute des joies? C'est bon. Voilà, tout ça, c'est des bâtiments nouveaux pour les formations. Et là-bas, c'est avant, c'était uniquement sur la petite. voilà. Donc les parlementaires... Non, ils n'ont pas eu il y avait 2 ou 3 bâtiments. Et au milieu de cette sorte de paysage administratif, de traverser le palais, Ah oui, ça c'est la même zone là. Ça, vous êtes ici aussi. Alors on va où maintenant? Monsieur Mara, on fait du tourisme? Voilà. J'aime pas trop ce mot, mais quand on est dans un lieu d'histoire, c'est toujours intéressant. Là, on a le tracé du mur de Berlin, on a la porte de Brandenburg, on a le Parlement allemand, le Reichstag. Et donc, on vient un peu regarder.
L'histoire est très intéressante. Aujourd'hui, on est dans une période de paix, de prospérité pour l'Allemagne. Donc ça montre aussi qu'on peut passer par des périodes très troubles, des périodes très difficiles, et que l'avenir soit radieux. C'est un bon exemple pour le Mali. Alors, nous étions au Parlement là tout de suite. Oui. D'abord, on est venu regarder ce lieu de pouvoir, ce lieu de représentation de la population. Parce que le pouvoir est vraiment ici un pouvoir parlementaire et un pouvoir exprimé au nom de la population. Nous avons aussi une vue sur la chancellerie, qui est le lieu de pouvoir exécutif. Et j'ai tenu à faire une déclaration de condoléances ici, parce que le Parlement est la concrétisation et l'illustration du peuple. D'ailleurs, au front du Parlement, c'est ce qui est écrit. C'est un bâtiment qui appartient au peuple allemand. Donc faire les condoléances à l'ensemble du peuple allemand par rapport à la tragédie de la catastrophe aérienne qui s'est produite avant-hier, malheureusement, où il y a eu 150 pertes en vies humaines. Mais aussi exprimer nos condoléances à toutes les autres familles des autres pays, puisqu'il y a plusieurs autres nationalités. Voilà, donc du tourisme, la compassion, de la solidarité, des condoléances. Ok, quelle est la destination maintenant? Là, nous sommes en train de partir à la fondation, où, comme je l'ai dit, nous aurons l'occasion de donner plusieurs interviews à la presse allemande, télévisée, audio, radio, presse écrite, pour parler de la visite, parler du Mali, parler des perspectives de paix et de réconciliation dans notre pays. Donc un autre exercice intéressant de communication utile pour compléter tout ce qui a été fait depuis déjà hier avec les autorités, les députés et d'autres leaders allemands. Vous pouvez continuer. Ouais, c'est bon. Test. Très bien. C'est un micro qui est original. Ah, il est. C'est un micro normal? Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi? C'est la première fois que je vois un micro avec tout ça en mousse. Ah ouais, mais c'est pour bien le protéger. Quand vous êtes dehors, par exemple, il y a du vent ou des choses comme ça. Et puis on nous reconnaît bien, vous voyez, c'est bleu, Oui, blanc, ça. Voilà, 2W, là, ça, on ne peut pas vous rater. Ça. Exactement. Okay. Bien, donc vous êtes ici à Berlin, notamment pour une conférence donc, qui est organisée par la Fondation Friedrich Ebert sur les défis et les perspectives du processus de paix au Mali. Donc dernier acte en date de ce processus, c'est la signature par le camp gouvernemental de l'accord à Alger. Donc l'autre camp, la coordination des mouvements de l'Azawad, n'a pas tenu à signer le texte tel quel. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on peut appeler finalement un blocage? C'est un blocage qui n'est pas étonnant. Parce que au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad, vous avez une bonne partie d'acteurs qui n'a strictement rien à gagner dans la paix. Rien. La rébellion est un argument. Le soi-disant développement de l'Azawad, la protection des populations, les populations sont brimées, ce sont des arguments. Mais leur véritable dessein, c'est de faire en sorte que le nord de notre pays soit une zone de non-droit, non suffisamment administrée, et donc de pouvoir faire en sorte que les trafics de tout genre continuent. Trafic d'êtres humains, trafic d'armes, trafic de drogue, ce qui leur permet de vivre comme ils ont vécu depuis pas mal de temps. Il y a beaucoup de leaders de cette coordination qui n'ont strictement rien à gagner dans la paix. Sinon, sincèrement, si vous reconnaissez l'intégrité du territoire du Mali, la souveraineté du Mali sur son territoire, ce qu'ils ont reconnu en signant les accords de Ouagadougou en 2013, cet accord offre tout ce qu'on peut chercher à l'intérieur d'un État unitaire. Il offre la décentralisation à un niveau comme jamais le Mali ne l'a approché.
Il offre des perspectives de moyens aux collectivités locales pour pouvoir mettre en œuvre la décentralisation. Il offre la possibilité que des ex-combattants des groupes armés intègrent l'État aux fonctions civiles ou aux fonctions militaires. Il offre une perspective de réconciliation sérieuse et durable. Il offre enfin un développement à travers des infrastructures, des projets de développement, des initiatives, un soutien à l'activité économique comme jamais nous l'avions rêvé dans notre pays. Donc, tout ce qu'il faut pour quelqu'un qui veut normalement et de bonne foi développer sa zone afin que cette personne puisse le faire, tout ce qu'il faut. Donc c'est bien là la preuve que beaucoup d'entre eux, je ne leur ferai pas injure en disant que eux tous, mais beaucoup d'entre eux sont en réalité des freins à la paix. Mais il faut quelquefois un mal pour un bien. Parce que ça permettra à la médiation, à la communauté internationale, à tous ceux qui ont cru un moment à la bonne foi de ceux aujourd'hui qui s'opposent à l'accord, de savoir qui véritablement veut avancer et qui ne le veut pas. Il est encore temps pour eux de venir à la raison, de voir en cet accord de paix une véritable perspective de développement pour cette partie de notre pays, donc des zones qu'ils revendiquent, de leur zone pour certains d'entre eux, que cette partie connaisse la paix, la sécurité, la réconciliation, la prospérité. Donc il est encore temps qu'ils reviennent à la bonne raison et se dire cet accord est le meilleur de ce qu'on peut obtenir aujourd'hui compte tenu du contexte. Et donc de s'inscrire dans ce cas. Ceux qui le feront, je pense, prendront le bon train. Ceux qui ne le feront pas, il faut que nous tous, le Mali, ses soutiens extérieurs, la communauté internationale, qu'on puisse se dire que ce sont des ennemis de la paix. Et on doit avancer sans eux. S'ils s'asseyent, ils laissent la paix avancer, tant mieux. S'ils luttent contre la paix en ce moment, c'est de leur donner le traitement qu'ils méritent. Sur le plan judiciaire, sur le plan de la défense, de la sécurité, sur le plan militaire, et d'avancer. Parce que quelques individus ne peuvent pas, trop longtemps, prendre en otage 17 millions de personnes. Donc c'est comme ça que vous imaginez la suite. C'est-à-dire que ceux, comme vous dites, qui prendront le train, continueront avec vous et les autres seront exclus quasiment, voire jugés, voire emprisonnés. Ceux qui prendront le train iront avec l'État. Ceux qui ne voudront pas, soit ils ont l'intelligence de s'asseoir et de regarder les choses se faire en ce moment, pas de problème. Soit ils prendront les armes, donc en ce moment, tous ceux qui sont dans le camp de la paix, dans le camp de l'unité nationale, devront lutter contre eux avec les soutiens extérieurs. Mais il y a des actions aujourd'hui qui sont en cours. Pour déjà, si cela était nécessaire, persuader du bien fondé de l'accord tous ces acteurs, leur expliquer que nous avons tous à gagner en allant vers la paix dans le cadre de cet accord. Cet accord qui contient aussi des efforts importants de l'État, des sacrifices importants du Mali, et beaucoup au Mali, au sud, au nord, à l'extérieur, ne sont pas pour cet accord, pour le niveau de sacrifice qui est demandé au Mali pour faire la paix. Donc c'est pour dire qu'il y a des efforts importants, il y a des compromis que l'État malien aussi a dû accepter pour aller vers ça. Il y a des efforts qui sont demandés à tout le monde. Donc on les convainc que nous avons tous à gagner dans ça. Qu'on compte sur la bonne foi des uns et des autres, mais à un moment déterminé, il faut avancer. Il faut avancer. Je pense que trop, c'est trop dans ce dossier-là. Ceux qui voudront, convaincus par cette situation d'avancer, y avanceront. Et les autres devront avoir le traitement qu'ils méritent. Le traitement qu'ils méritent. Traitement qu'il soit militaire, qu'il soit judiciaire, qu'il soit sous toute autre forme. Mais quelques individus ne peuvent pas empêcher un pays en entier d'avancer. C'est le cas dans tous les pays au monde. C'est le cas dans tous les pays au monde. C'était le cas dans tous les contextes. Donc ce n'est pas du tout un discours de va-t-en-guerre. C'est un discours simplement de demander aux uns et aux autres de grâce de permettre au Mali d'avancer, de permettre au Sahel d'avancer et de faire en sorte que la donne terroriste, qui est la donne la plus sérieuse, la donne de trafic de drogue, qui est la donne la plus sérieuse, puisse être enfin combattue. Parce que tant qu'on ne sort pas de cette crise politique, institutionnelle, de rébellion, on ne peut jamais mobiliser notre nation totalement pour faire face à cette menace terroriste, de trafic de drogue et autres qui sont les menaces les plus graves pour le Mali aujourd'hui. Donc je pense qu'il est temps de terminer
avec ce interminable feuilleton et qu'on puisse passer à la Non. Alors, comment se sont passées vos interviews ce matin, M. Marat? Bien, quelquefois tendu, parce que les journalistes allemands sont au fait de la question malienne jusque dans les détails des détails. Mais très intéressant, parce que quand le journaliste est aussi au fait de la situation, ça permet d'aller dans certains détails. Et donc d'édifier l'auditoire ou les gens qui regarderaient l'interview à la télé sur les différents aspects de la crise et donc de les convaincre sur le fait surtout que nous sommes en train d'en sortir. L'impression globale, c'est qu'on perd du temps au Mali, on n'a pas envie d'avancer, et c'est une impression qui est trompeuse, qui est vraiment pas du tout la réalité. Quand la crise est complexe, le temps d'en sortir est long. Il faut prendre aussi le temps de traiter les racines de la crise et ne pas simplement en sortir de manière formelle pour ensuite retomber dedans dans quelques années. C'est pourquoi les autorités maliennes ont pris le temps avec l'ensemble de leurs partenaires de traiter de toutes les questions en rapport avec la crise. Et donc ça a été long. Mais aujourd'hui, il y a de bonnes perspectives. On a un accord qui est là, qui est un bon accord équilibré, qui a des aspects difficiles à appliquer, mais qui est un bon accord compte tenu du contexte. Donc il faut soutenir. Le but de ces interviews, c'est essentiellement convaincre les interlocuteurs allemands que nous sommes dans la bonne direction, que nous sommes en train d'avancer, que nous avons envie d'avancer. Très bien. Où est-ce qu'on va maintenant? C'est quoi la suite? Maintenant, là, nous allons déjeuner avec l'ex-ambassadeur d'Allemagne au Mali, Karl Flittner, qui est quelqu'un qui est important dans le système des décideurs allemands, notamment en rapport avec tout ce qui se passe au Mali. Il sera accompagné de certains responsables publics allemands, hommes politiques, pour échanger toujours et encore sur la crise, sur les perspectives de sortie de crise, et là aussi apporter leur adhésion au processus pour qu'eux aussi puissent être des vecteurs de conviction des responsables politiques allemands sur le processus de sortie de crise, qu'ils nous accompagnent aujourd'hui, qu'ils nous accompagnent demain, qu'ils nous accompagnent dans le long terme, parce que nous avons besoin du temps pour faire en sorte que le Mali puisse véritablement se stabiliser et engager le développement avec l'ensemble des Maliens. Bon. Alors, Monsieur Marat, comment s'est passé ce déjeuner? Bon, bien. On a échangé avec notre vieil ami de Bamako, son Excellence Karl Flittner, mais aussi avec des personnes que j'ai découvertes, spécialistes du Mali, dont un qui a fait une thèse et un livre sur l'histoire des rébellions au nord de notre pays de 1963 à 2009. Une contribution, je suis sûr, qui est très utile à la compréhension de ces questions et qui devrait normalement être faite par les intellectuels maliens. C'est vraiment le lieu de regretter l'insuffisance de production intellectuelle dans notre pays sur les problèmes du Mali. Et ça met plus en exergue l'initiative que nous sommes en train de prendre pour la création d'une structure de promotion de la fonction intellectuelle. Donc un déjeuner qui s'est très bien passé, nous a permis d'échanger avec des leaders d'opinion, avec des intellectuels allemands sur les questions de paix, de sécurité, de réconciliation, mais aussi des perspectives pour notre pays. Donc un bon moment, utile et agréable. Très bien. Où allez-vous maintenant? Là, nous sommes en train de partir discuter avec des responsables de l'Institut des hautes études sécurité ici en Allemagne, qui est aussi une structure dont le nom seulement, je pense, suffit à comprendre son importance et dans le contexte européen et allemand, mais aussi dans le contexte de notre pays au Mali. Donc là aussi, on va échanger des idées, donner des contributions, bénéficier de leur expérience pour permettre toujours davantage à faire contribuer, à comprendre la situation de notre pays complexe, mais aussi à adhérer ces intellectuels allemands, ces élites allemandes
à la nécessité d'accompagner davantage le Mali vers la sortie de crise. Donc on était à l'Institut des hautes études en politique sécuritaire. Nous avons eu des discussions de très haut niveau sur les questions de sécurité en Europe, les questions de sécurité au Moyen-Orient, les questions de sécurité en Afrique du Nord, mais aussi dans le Sahel. Nous avons eu l'occasion de discuter avec le président de l'Institut, accompagné de ses collaborateurs, dont certains sont des militaires, d'autres des diplomates. Ça nous a permis déjà de nous rendre compte que l'Allemagne, qui avait un peu ignoré ces questions de défense, de sécurité, de stratégie, commence à s'y intéresser et l'État est en train de mettre les moyens qu'il faut pour doter le pays d'une capacité d'analyse stratégique. Et ça nous montre, nous, qui sommes les deux pieds dans les difficultés, de penser à en faire de même, de nous doter vraiment de capacités intellectuelles, à analyser nos problèmes, à les contextualiser, à nous projeter dans le long terme et donc à mettre en lumière certains faits, certaines orientations et à guider nos autorités dans cette direction. En tout cas, leur donner des outils pour leur permettre de percevoir les menaces et les révolutions dans le temps. Et donc de pouvoir prendre des décisions appropriées pour préparer le pays, préparer la région, contribuer à préparer le continent, à faire face aux défis stratégiques auxquels nous faisons face. Les problèmes de religion, les problèmes des minorités, les problèmes de la jeunesse, d'autres types de problèmes qui demain se poseront avec acuité à nos pays et particulièrement au Mali. Donc on a eu des discussions très intéressantes. Mais on n'a pas Baden-Württemberg. Voilà. Et ça c'est le Tchad, oui, tout à fait. C'est la Bavière en gros qui c'est dans cette gamme. L'histoire façonne le présent. On est tous des produits de l'histoire. Donc quand on touche du doigt des événements historiques d'importance, puisque au-delà de la chute du mur de Berlin en 1989, il s'est passé beaucoup d'autres choses dans le monde, dont certains estiment le vent de la démocratisation en Afrique, le vent de la démocratisation, comme vous savez, qui est passé par le Mali, puisque nous aussi nous avons eu notre révolution, nous avons eu le changement, nous avons eu la liberté, nous avons eu la démocratie. Aujourd'hui, avec ses impacts positifs, mais aussi certains estiment ses impacts négatifs. Donc, quand on touche du doigt des réalités de ce type, c'est forcément fort. C'est forcément fort, c'est forcément... ça crée de l'émotion et ça nous permet de voir à quel point les hommes, ou souvent des événements anodins, peuvent créer une déflagration à l'échelle de la planète. C'est tout à fait intéressant et donc on part d'ici satisfait de ce qu'on a vu, satisfait de l'importance de certains événements quelque part sur la planète, sur l'ensemble de l'humanité. C'est très fort et très enrichissant. Monsieur Mara, où est-ce qu'on va maintenant? Et là, on vient à la Fondation pour l'une des activités phares du séjour, c'est-à-dire la table ronde sur la sortie des crises maliennes. À cette table ronde participeront les Maliens d'ici, évidemment, mais un certain nombre de spécialistes de la Fondation qui a une représentation à Bamako, donc qui suit de manière très proche les différentes étapes de la crise. Donc on va avoir une belle discussion de 2 heures
Il y a la presse. Mais le groupe viendra après le Merci beaucoup. Je m'en voudrais de commencer sans remercier la Fondation Friedrich Ebert pour nous donner l'occasion, nous, Maliens, de parler de notre pays. Ce n'est pas souvent le cas, et surtout, en plus à l'extérieur du pays, dans un pays frère comme l'Allemagne. Merci à vous toutes et à vous tous qui sont présents ici, qui montrez par votre présence votre intérêt pour le Mali et votre implication pour que ce pays sorte des difficultés. Mais je m'en voudrais aussi de laisser passer l'occasion de vous demander de bien vouloir observer une minute de silence. D'abord, à la mémoire de tous nos martyrs du 26 mars 1991. Ensuite, à la mémoire de tous ceux qui, par la crise malienne, ont perdu la vie, et ils sont nombreux. Et enfin, à la mémoire des victimes du crash aérien qui est intervenu il y a 2 jours. Crash où certains Allemands faisaient partie, je crois qu'il y a plusieurs dizaines d'Allemands, malheureusement ont perdu la vie. Donc avec votre permission, je voudrais qu'on réserve une minute de silence. Merci. Je voudrais simplement rappeler que notre pays est un pays jeune, un pays où 2 tiers de la population a moins de 30 ans, et un pays où l'âge médian est de 16 ans. Donc je ne pense pas qu'avoir plus de 30 ans aujourd'hui peut être considéré comme trop jeune pour exercer une responsabilité politique, et encore moins si on a eu la chance, avant d'arriver aux responsabilités nationales, de passer par des responsabilités locales. Je dirais même que c'est une chance puisque ça permet de pouvoir servir plus longtemps nos compatriotes et de pouvoir démontrer par là toutes nos capacités, tout notre esprit de sacrifice et toutes nos compétences. Aujourd'hui, moi j'ai la chance d'avoir à 40 ans, avoir eu déjà des responsabilités importantes au Mali. Et j'espère que je continuerai à servir le plus longtemps possible. En tout cas, au moins 40 ans de plus, notre pays et le continent africain. Pour revenir à vos 2 questions, la première question par rapport à la situation actuelle. Vous avez raison de dire que la situation actuelle n'est pas une situation qu'on peut considérer comme étant positive. Puisque sur le terrain, encore aujourd'hui, nous avons une présence importante de groupes armés divers, de groupes terroristes, mais aussi de narcotrafiquants qui continuent à régenter de pans entiers du territoire. Cela ne peut pas être considéré comme une situation positive. Et c'est tout l'intérêt, justement, de faire en sorte que nous arrivions à résoudre la partie politique de la crise afin que nous puissions nous mobiliser, le pays, ses partenaires, pour faire face à la partie de la menace qui est considérée comme la plus sérieuse, c'est-à-dire la menace des groupes terroristes, la menace des trafiquants de drogue et autres. Donc la situation aujourd'hui ne peut pas être, je dirais, satisfaisante et démontre encore plus qu'il est absolument indispensable de pouvoir régler politiquement la crise rapidement afin de pouvoir faire gérer les aspects sécuritaires, les aspects de lutte contre les narcotrafiquants, le terrorisme, de manière plus efficace. Parce que tant que nous aurons des groupes armés sur le territoire, tant que nous aurons des groupes armés qui ont une quasi-reconnaissance par les autres acteurs sur le territoire, nous aurons toujours la possibilité que ces groupes armés puissent être des fauteurs de troubles. Nous devrons travailler à ce que sur le territoire national ne demeurent comme force légitime que les forces armées de sécurité du Mali. Et ne demeurent comme force légitime que les forces armées de sécurité du Mali accompagnées par les forces de l'aménagement et les autres forces amies, la communauté internationale. Et pour arriver à ces résultats, il n'y a pas d'autre solution que d'arriver à un accord de paix qui puisse permettre
désarmer ceux qui prennent les armes pour des raisons politiques et donc de pouvoir combattre avec plus de chances de succès les groupes armés terroristes, les groupes armés de narcotrafic. Donc la situation sur le terrain aujourd'hui est une situation qui est quasi chaotique, même si on observe par rapport à il y a quelques mois un peu plus de calme que d'habitude. Il y a toujours des attaques, mais un peu moins qu'il y a quelques mois. Il y a toujours des coupeurs de route, mais un peu moins qu'il y a quelques mois. Il y a toujours des destructions, il y a toujours une inactivité sur le territoire de cette partie de notre pays, parce que dans l'insécurité, il ne peut pas y avoir d'activité économique, il ne peut pas y avoir d'activité sociale. Donc rapidement, il y a une situation insatisfaisante avec l'insécurité, avec encore des destructions en vies humaines, des pertes en vies humaines et autres. Et cette situation difficile dénote la nécessité impérieuse pour le Mali d'aller à un accord de paix qui puisse permettre de résoudre la partie politique de la crise et donc de permettre que la partie sécuritaire et de défense puisse être résolue rapidement et de manière plus claire. Pour ce qui concerne l'accord, vous l'avez dit aussi dans votre introduction, c'est un accord qui traite de l'essentiel des questions relatives à la crise dans ses manifestations, mais aussi de l'essentiel des questions relatives à la crise par rapport à ses racines, ses causes profondes. Cette crise est une crise qui se manifeste sur le plan sécuritaire, mais c'est une crise qui a des racines en termes d'injustice, en termes de mauvaise gouvernance, en termes d'incapacité des pouvoirs publics à faire face aux attentes des populations. C'est une crise qui a aussi des racines profondes en termes simplement de mal-développement. Et cet accord a l'ambition d'essayer de traiter de toutes ces questions pour faire en sorte que nous résolvions la crise sur ces aspects sécuritaires, mais que nous créons les conditions nécessaires en termes de réformes institutionnelles et de réformes de gouvernance, en termes de réformes de justice et d'autres types de réformes des forces armées de sécurité, pour que on crée les conditions nécessaires afin que les populations puissent s'épanouir sur l'ensemble de notre territoire, bénéficier des moyens nécessaires à cet épanouissement et puissent croire en un lendemain meilleur dans un cadre de réconciliation entre les frères et les sœurs de notre culture. Encore, c'est non par encore, comme un défi, une difficulté supplémentaire à résoudre. Et aujourd'hui, des actions sont en cours pour essayer de convaincre ceux qui sont réticents sur le bien fondé de l'accord et sur la capacité de l'accord à résoudre les problèmes légitimes qui sont soulevés par eux-mêmes. Et je pense que cela est nature normalement à convaincre tous ceux qui sont de bonne foi à aller vers une paix durable et une paix productive. Maintenant, ceux qui, par les actions actuelles, accepteraient d'aller vers la paix seront les bienvenus. Mais ceux qui, malgré toute l'implication de la communauté internationale, malgré toute l'implication de toutes les bonnes volontés, refuseraient d'aller à la paix, je pense que devraient simplement répondre de cette attitude, qui ne pourrait être considérée que comme une attitude d'obstruction, et même contre une attitude qui est contraire à la paix et au développement de notre pays. Et donc, c'est ensemble que le Mali et ses partenaires devraient avancer. Avancer dans la mise en œuvre de ces réformes institutionnelles de gouvernance, de ces réformes de défense et de sécurité, de ces réformes en termes de réconciliation nationale, mais aussi de ces actions importantes de développement, pour faire la paix, malgré les oppositions qui ne manqueront pas de se pointer ici ou là. J'espère sincèrement que les uns et les autres seront convaincus d'aller de l'avant. Ceux qui refuseraient d'aller de l'avant, je pense que c'est simplement de mauvaise foi. Nous aurons l'occasion, je pense, de discuter de ces éléments dans cet accord, malgré les insuffisances, malgré les défis, malgré aussi quelques aspects sensibles, dont certains ont été énoncés par vous. Cet accord est le plus équilibré possible dans le contexte actuel. Et je dirais, il met le doigt sur les réformes indispensables que notre pays doit avoir le courage de mettre en œuvre afin de créer les conditions d'un mieux-être sur cette partie de notre territoire, le Nord, mais aussi d'un mieux-être sur l'ensemble du territoire national, afin que nous mettions définitivement derrière nous la guerre, la destruction, la mésentente et tout ce que cela peut comporter. Les causes profondes de la crise sont des causes, comme je l'ai dit, je l'ai effleuré tout à l'heure, qui ont un rapport avec la gouvernance, l'organisation institutionnelle de notre pays et un rapport avec, je dirais, les problèmes de développement. Et c'est pourquoi, justement, dans cet accord, nous
nous avons souhaité faire en sorte que le processus de dialogue, qui a été long, ça a été rappelé par les uns et les autres, mais longueur que nous avons aussi souhaité, parce que pour la première fois, nous avons souhaité que la société civile soit associée au processus de dialogue. La société civile, pendant les 7-8 mois qu'a duré le processus de paix en Algérie, a participé. La société civile du Sud, la société civile du Nord, la diaspora malienne a participé au processus et a eu l'occasion de présenter ses aspirations, ses souhaits, ses solutions à elle. Et c'est l'ensemble de ces positions qui ont contribué à l'élaboration de cet accord qui comporte des volets de réforme institutionnelle majeure, de réforme en termes de gouvernance, mais aussi des actions de développement qui sont indispensables pour qu'on puisse arriver à les résoudre. Et pour la première fois de l'histoire de notre pays, un accord de paix mentionne la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption est indiquée dans un accord de paix. Quelque part, c'est quasiment incongru que pour mettre fin à la guerre, on parle de lutte contre la corruption. Mais c'est simplement pour insister sur le fait que la corruption, par son impact sur la capacité de l'État à satisfaire les attentes des populations, sur l'impunité qu'elle induit, sur les faiblesses de justice qu'elle induit, sur le détournement des ressources publiques qui autrement seraient affectées sur l'éducation, sur la santé, donc sur le développement humain, la corruption est en mesure de créer les conditions d'une rébellion armée, d'une guerre, de conflits civils et autres. Donc mettre l'accent sur cette lutte comme une des conditions indispensables pour renforcer l'État et lui permettre de pouvoir apparaître comme un État équitable, un État juste, un État dans lequel les citoyens sont traités à égalité, quelle que soit la situation. Et donc finalement un État qui fait en sorte que les populations n'aient pas des arguments, des éléments pour être frustrées, pour se rebeller à cette lutte-là. Merci pour votre écoute. En disant cela, que je ne fais plus partie de la classe politique de demain. C'est ça la question. Bon, j'ai plutôt l'impression que c'est ce que vous pensez, madame. Soyez sûr que je ne regrette en rien le fait d'avoir été maire, le fait d'avoir été ministre, le fait d'avoir été premier ministre. C'est déjà un premier élément. Et encore une fois, ce n'est pas trop tôt. En Europe, vous avez un premier ministre qui est moins âgé que moi. En Europe, dans votre voisinage. Donc ne regardez pas la jeunesse, ne regardez pas l'âge, regardez ce que les uns et les autres sont en train de mettre en œuvre. Je vous assure que je suis indépendant. J'ai toujours été indépendant. Et je resterai toujours indépendant parce que je ne vis pas de la politique. Simplement, je ne vis pas de la politique. La politique est plutôt une charge pour moi qu'un produit, pour parler en termes de comptabilité. Donc aujourd'hui, ce n'est pas tant, il faut changer toute la classe politique. Toute la classe politique malienne est pourrie, il faut une nouvelle génération. Ça se fera doucement. Quand l'heure viendra, ça se fera. Et cet esprit comme quoi ceux qui dirigent aujourd'hui sont négatifs, ils ne sont pas capables de, mais je m'inscris en fou contre ça. Vous avez des personnes encore dans le rouage de l'État qui ont envie que les choses avancent. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à exercer suffisamment de responsabilité pour y arriver. Le jour où ça arrivera, ça arrivera. Moi, vraiment, je souhaiterais que de manière générale, ce débat ne soit pas restreint dans le procès d'une personne ou d'un système. C'est ce que j'ai eu l'impression en écoutant vos questions. Ce débat porte sur les défis et perspectives. Il faut que nous nous ouvrons à l'avenir, que nous dépassons un régime, que nous dépassons une personne, que nous disons qu'est-ce qu'il faut faire dans notre pays pour revoir le système, pour que nous soyons plus démocratiques, que nous soyons plus libres, que nous ayons plus de citoyens et que ces citoyens et cette élite politique se donnent la main pour construire un nouveau Mali. Pour moi, c'est ça à quoi je m'attendais comme débat. Et aujourd'hui, pour ouvrir des perspectives, puisque vous avez posé cette question aussi, c'est qu'aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. Mais nous sommes au seuil de quelque chose qui peut être constructif
si nous avons l'intelligence nécessaire de nous y engager derrière nos autorités, en les accompagnant, quelquefois en faisant pression sur elles, parce qu'on ne se leurre pas et on ne ferme pas les yeux devant des enjeux réels, devant des difficultés. Tous ceux qui ont parlé ont évoqué des faiblesses systémiques du Mali. La corruption est une faiblesse systémique. Mais la corruption, ce n'est pas aussi des Européens qui viennent corrompre des Africains. Ce sont les Africains qui corrompent les Africains. Ce sont les Maliens qui corrompent les Maliens. Pour répondre rapidement à cette question, les corrupteurs se retrouvent au Mali à l'extérieur, les corrompus se retrouvent au Mali à l'extérieur. Mais le système de la corruption, le fait que la justice a du mal à fonctionner comme il faut, Traoré l'a dit, nous avons transféré en tant que gouvernement plus de 300 dossiers à la justice. La justice en démocratie, elle est indépendante. Moi, Premier ministre, je ne peux pas mettre un pistolet sous la tempe des juges pour lui dire de procéder au jugement de telle personne. Quand moi, en tant que Premier ministre, je transmets les dossiers à la justice, j'ai fait mon travail de Premier ministre. Donc il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui avancent, mais nous avons besoin de nous atteler aux réformes de fond. Nous avons besoin de plus de simplicité dans les procédures de justice. Nous avons besoin de plus de transparence sur comment on choisit les juges, comment on suit la carrière des juges, comment les juges déclarent leur patrimoine, comment les juges eux-mêmes seront sanctionnés en termes de soutien à la corruption, en termes d'agents corrompus. Ça, c'est systémique. Ce n'est pas lié à un régime, ce n'est pas lié à un président. Le président peut faire quelque chose, mais c'est systémique. La corruption n'a pas commencé à l'époque de l'IBK. La corruption, depuis la nuit des temps, elle existe, elle s'est peut-être développée à un moment déterminé, peut-être on ne lutte pas suffisamment, ou on pourrait lutter un peu plus que ce qu'on fait d'habitude. Mais moi, je souhaiterais qu'on aborde les questions de fond, les questions de système, plutôt que les questions de personne. Cet accord est un accord révolutionnaire, est un accord qui demande des efforts importants comme jamais dans l'histoire de notre pays, cela a été demandé à un État. En quoi ces efforts devrait être accompagné par la communauté internationale. Je pense que ça, c'est un enjeu important. Et aujourd'hui, la communauté internationale est partie prenante de l'accord. Puisque l'accord est signé par les parties, elle est endossée par la communauté internationale. La communauté internationale est membre du comité de suivi de l'accord. Donc faisons en sorte que cette communauté internationale s'implique et fasse en sorte, avec le soutien des Maliens, que l'État malien fournisse des efforts en termes de décentralisation. Que l'État malien fournisse des efforts en termes de transfert des ressources, transfert effectif des ressources aux collectivités locales. Que l'État malien fasse des efforts en termes de régionalisation, de donner plus ou moins aux citoyens et à travers leurs représentants. Que l'État malien restructure de fond en comble son système sécuritaire, comme cela a été dit. Il y a des efforts qui ont été faits. Il y a une loi de programmation militaire qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Qu'on mette en œuvre cette loi de programmation militaire avec le soutien de la communauté internationale. Que la communauté internationale accompagne le Mali dans la mise en œuvre de la réconciliation sous l'égide de cette commission. Que la communauté internationale accompagne le Mali. Pour une fois, je vais laisser votre carton jaune parce que je n'ai pas suffisamment parlé à mon pays. Que la communauté internationale fasse en sorte que les actions de développement économique de notre pays, qui sont précisées dans l'accord, puissent être mises en œuvre, et dans la mise en œuvre, qu'il n'y ait pas de corruption, puisqu'on a des moyens de surveiller un certain nombre de choses. Pour moi, ce sont les principaux défis, les principaux enjeux auxquels le Mali doit faire face aujourd'hui. Donc je tenais à aborder ces questions, parce que pour moi, c'est le cœur de la discussion d'aujourd'hui. Et il faut qu'on ouvre les perspectives, qu'on ne donne pas l'impression que on est en train d'accuser X contre Y, Z contre A. Il y a beaucoup de choses à dire dans notre pays, mais fixons-nous sur l'approche systémique. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de système et de défis et de perspectives? C'est ce dont je pense que les Maliens ont le plus besoin aujourd'hui. Alors où est-ce qu'on va, M. Mara? Voilà, la journée est terminée. Quel est le bilan? On va quand même aller regarder nos emails qui doivent être au nombre de 150 à 200. Ah oui. Il est 21h et il est traité d'ici 1h ou 2h du matin. Et ensuite prendre un repos avant 6h du matin pour réattaquer la journée de demain. D'accord. Comme d'habitude. Alors quel est le bilan de cette journée? C'est un bilan qui est positif. On a fait tout ce qui était prévu au programme. On a rencontré des personnes souvent de très haut niveau. On a eu des discussions très productives. Et on a contribué, on a échangé, on a été contredit, on a contredit.
tout ça c'est enrichissant. Je pense qu'on a quand même partagé, et nos interlocuteurs ont eu l'occasion de voir la crise sous d'autres angles, d'apprécier aussi les efforts réels qui sont fournis au niveau national et par la société civile et par l'État. Et donc, je pense avoir contribué un peu à créer les conditions d'une meilleure entente, d'une meilleure collaboration entre l'Allemagne et le Mali. C'est ce pourquoi nous sommes arrivés et nous estimons que jusqu'à présent, c'est pas mal ce qui a été constaté et ce qui a été obtenu. Monsieur Mara, vous venez de rencontrer, vous venez d'avoir un déjeuner, débat avec l'ancienne ministre de la Justice allemande. Quelles leçons vous en tirez? Bon, je pense que le premier élément qu'il faut retenir, c'est peut-être la simplicité de la ministre. Là, une dame qui est avocate depuis 35 ans, qui a été ministre de la Justice, qui a une sommité en matière de justice en Allemagne, consulté par les grands groupes industriels, consulté par les syndicats, et qui vient simplement échanger avec nous sur l'état de la justice au Mali et sur les réformes nécessaires pour que la justice puisse fonctionner dans notre pays, et sur, je pense, la coopération intellectuelle, judiciaire qui peut être nouée entre l'Allemagne et le Mali, afin que la justice, l'institution judiciaire dans notre pays puisse être véritablement le socle de l'état de droit et le socle de la démocratie. Nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup informé et nous avons convenu de garder le contact pour envisager pourquoi pas qu'elle puisse venir au Mali elle-même à travers la Fondation Frédéric Ebert pour toucher du doigt les réalités de la justice et voir ce qu'elle peut apporter et ce qu'elle peut contribuer à faire apporter par l'Allemagne dans ce secteur important de notre pays. Donc aujourd'hui, la journée commence bien. Là, vous quittez l'hôtel, quelle est la suite? Nous allons rencontrer une structure de réflexion dans le domaine des études stratégiques qui est un think tank et un modèle pour ce que nous sommes en train de mettre en place au Mali. Donc les discussions sont prévues pour être très intéressantes. Tout le monde nous a bien parlé de cette structure. Et donc nous espérons que ça se passera bien. Travaillons ici en tant qu'institut de recherche et de think tank, comme ils disent aux États-Unis. Et donc, je crois que c'est ça un peu le but de notre rencontre. Absolument. Responsable de la fondation, y compris Diko. Oui. Et Yann qui vivent avec nous à Bamako. On s'est déjà vu en fait. Ah, vous avez déjà vu à Bamako? Je le connais, exactement. Bon, voilà. Donc moi je suis Moussa Mara. Je suis expert comptable de provenance de et je suis, comme vous l'avez dit, très intéressé par votre organisation. Parce que je suis en train de mettre en place un think tank dont l'objectif premier est de contribuer à mettre en place dans notre pays une capacité nationale de réflexion. Monsieur le Premier ministre, vous sortez d'un institut politique, vous avez une rencontre, alors comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, comme chaque fois que nous avons l'occasion de discuter avec des spécialistes de domaine qui sont très bien renseignés sur le Mali et sur le Sahel de manière générale. Nous avons d'abord dans un premier temps parlé de l'Institut qui est, comme je dis, une structure de réflexion.
similaire à ce que nous voulons être, cette structure de réflexion. Et je suis en train de lancer au Mali pour doter le Mali d'une capacité propre, intellectuelle, à penser ses propres problèmes, à trouver une solution à ses propres problèmes, à proposer ces solutions aux décideurs, quels qu'ils soient. Donc une structure qui n'a rien à voir avec un engagement politique, mais qui est purement intellectuel. Parce qu'un pays a besoin d'élites intellectuelles. Un pays comme le Mali surtout a besoin d'une capacité de proposition, de production indépendante. Nous avons beaucoup de Maliens dans la diaspora à l'intérieur qui sont des intellectuels qu'il faut qu'on arrive à mobiliser sur les questions du Mali de manière citoyenne, de manière, je dirais, tout à fait productive et positive. Et cette structure qu'on vient de voir, cette institution de recherche en sciences politiques, est un bon modèle. On a vu comment ils sont organisés, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs ressources et quels sont leurs types de production, même leur mode de communication. Nous avons aussi parlé du Mali, de la crise, des acteurs, des protagonistes, des perspectives. Donc des débats très riches, très enrichissants, desquels nous retenons de très bons enseignements pour le futur, d'abord pour cette structure-là, mais aussi sans doute pour la résolution des différentes difficultés auxquelles le Mali fait face. Très bien, merci. Voilà, Monsieur le Premier ministre, votre voyage à Berlin s'achève aujourd'hui. Vous allez prendre votre vol et retourner sur Paris, où vous avez des activités. Globalement, comment vous pouvez qualifier votre séjour à Berlin? Positif, productif. Si je dois trouver des mots simples pour illustrer le séjour, c'est un séjour mené tambour battant, 48 heures non-stop, avec des rencontres, une table ronde, des discussions avec la communauté malienne, visites touristiques ici ou là, sur des lieux d'histoire, des lieux de pouvoir. Et donc, pour une première visite, vraiment, je suis totalement satisfait. J'étais venu dans deux optiques. Première optique, c'est de discuter avec des fondations politiques qui ont des activités de think tank, de réflexion, sur leur activité, leur fonctionnement, leur système de financement afin de m'en inspirer parce que je suis en train de créer un think tank au Mali avec comme objectif réhabiliter la fonction intellectuelle dans notre pays, doter le Mali de capacités intellectuelles, de capacités de proposition sur ses propres problèmes pour que bientôt, que ce ne soit pas des autres qui parlent du Mali, au nom du Mali, que les Maliens aient vraiment, à travers nos intellectuels de l'intérieur et de l'extérieur, la capacité de pouvoir parler du Mali. Donc aujourd'hui, j'ai eu suffisamment d'informations pour m'en inspirer, mais aussi nouer des contacts qui pourraient être utiles pour cette structure à l'avenir. Deuxième optique, parler de la crise et notamment ouvrir des perspectives par rapport à la résolution avec la signature prochaine de l'accord, la mise en œuvre de l'accord, des perspectives en termes de coopération internationale pour exécuter l'accord, des perspectives aussi en termes de réformes importantes de l'État malien pour le rendre plus décentralisé, plus en mesure de faire face aux exigences des populations, mais aussi libérer davantage les énergies des populations et les rendre davantage acteurs de leur propre histoire, de leur propre développement. Aujourd'hui, on a beaucoup discuté, hier, aujourd'hui, avant-hier, sur ces questions, et je pense que nos interlocuteurs allemands ont compris que nous sommes à l'aube d'une ère et que cet accord est un espoir. Il doit être mis en œuvre avec la participation de tous dans la communauté internationale au sein de laquelle l'Allemagne joue un rôle important. Donc, parti satisfait, avec de bonnes perspectives de collaboration, mais aussi de bonnes perspectives pour poursuivre les échanges avec les partenaires allemands qui sont importants pour notre pays, le Mali. Je suis très heureux d'avoir fait partie de l'équipe du Premier ministre Moussa Mara à Berlin.
On est venu avec lui pour parler un peu de la crise du Mali, mais surtout aussi parler des perspectives qu'offre l'accord de paix qui est en cours de négociation. Et je crois que les différentes rencontres que nous avons eues à Berlin ont montré la nécessité d'un tel déplacement, mais surtout la poursuite et le renforcement de tout le débat qui a été engagé ici. Je suis très satisfait de son travail. La Fondation Friedrich Ebert a invité le ministre Moussa Mara pour un séjour à Berlin, pour discuter avec d'autres Maliens ici à Berlin sur les perspectives de paix et de stabilité au Mali, surtout au moment où le Mali discute l'accord définitif. Nous avons eu des rencontres, des débats autour du processus de paix et l'avenir de la réconciliation au Mali.